y a des tas d'utilisations évidemment très négatives et de tous les outils. Quand la télé est arrivée, quand le téléphone est arrivé, enfin bon bref, Internet et tout. Mais si ça peut compléter ma palette, pourquoi pas? C'est-à-dire que je me dis que la création, alors je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, du coup je me suis un peu renseigné, j'ai lu des trucs. Il y a des gens, comme vous et moi, qui bossent, je ne sais plus, c'est un nom particulier, je ne sais plus, dont le boulot, ils sont chez eux, et on leur envoie 10 000 images de paysages urbains, de rue, avec des voitures par exemple. Et leur mission, c'est de détourer toutes les voitures. Donc en un mois, ils vont détourer 10 000 voitures. Et ils renvoient ça, ils sont payés, je ne sais pas combien, c'est des petits boulots quoi. Ce qui fait que la base de données de ces boîtes en voitures va être de milliards de voitures. Donc quand moi je tape, je voudrais une image d'une rue en France, à la télé du jour, avec des voitures, dans les années 60, et ben, toutes ces données-là agrégées vont donner une image, mais chaque mot que j'envoie, et ben, il y a des gens qui ont bossé dessus. C'est-à-dire que voiture, ben, il y en a dont le boulot a été de rassembler. Donc c'est une espèce de banque de données gigantesque. En soi, c'est un peu comme une palette de couleurs, puis on choisit. Personnellement, je ne vois pas ce que ça peut être, ce que ça peut avoir de totalement négatif si c'est utilisé comme ça. Après, évidemment, il y a des excès. Le problème, c'est de savoir ce que ça peut donner alors, politiquement, dans le fichage, dans le machin. Enfin bon, vous connaissez une polémique autour de ça aussi. L'IA, il vole des images. C'est pour ça qu'il y en a la moitié a été faite par l'homme, l'autre moitié a été volée. Alors tu vois, tu peux voilà. Alors dans ce cas-là, effectivement, ça pose un problème. Peut-être que mon petit garçon que j'ai utilisé, il a peut-être un lobe d'oreille qui a été volé. Voilà. On va aller sur mon site. Tu peux sortir par là-bas. De l'autre côté. On n'est pas captif, hein. C'est pas une prise de tête. C'est lui le petit garçon. Donc, effectivement, merci de ta question. En fait, c'est toujours le problème, c'est-à-dire que si, au moment où la télé est née, ils se sont dit non, je ne veux pas la regarder parce que ça va forcément véhiculer des trucs négatifs. Si au moment où le téléphone portable est né, non, moi j'en veux pas parce que ça va forcément. C'est compliqué. Malheureusement, c'est pas une image qui est découpée et qui est prise, c'est une image qui mange avec d'autres. Oui. C'est ça qui est dommage, c'est parce que tous les travaux qui ont été faits n'ont pas été. Enfin, un artiste, même s'il fait ça comme ça, il doit rémunérer, parce qu'il a fait de ça, au moins que ça se crédité. Parce que là, les images, elles sont mélangées avec d'autres, on ne sait pas quoi est génie, on ne sait pas quel artiste. Oui, et ça, c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire qu'on échantillonne. On échantillonne des trucs. Tiens, ce serait embêtant si l'intelligence artificielle ressortait intégralement une de mes images ou de n'importe quel artiste. Mais si on prend des petits bouts de simplification qui crée tout se transforme, enfin, je sais pas qui, vraiment, mais ça pose un problème, j'ai pas un avis totalement tranché là-dessus, mais je pense que de toute façon, vous savez, le dessin un peu plus académique par exemple. Moi je me souviens quand j'étais gamin, il y avait des tas d'albums, comment dessiner l'humain, comment dessiner ceci, comment dessiner cela. De toute façon, on va emprunter une
technique, une manière de faire, voire même une patte à des choses existantes, à des textes existants. Tout commence dans la création, elles ne sont pas comme ça, ex nihilo, comme ça, de rien. Donc, là où ce serait embêtant, c'est si effectivement on ressortait intégralement une œuvre d'un artiste sans citer, sans créditer. Là, c'est choquant. Si les gens s'amusent à prendre, dans mon travail par exemple, des choses qui ne sont même pas de moi au départ, puisque les photos sont parfois pas de moi, un nez, une bouche, un petit détail, un truc, honnêtement, moi, ça me fait pas plus que ça, quoi. On pourrait dire la même chose en cuisine, ou voilà, une recette d'un grand chef. On va ressortir vraiment exactement les mêmes ingrédients, la même manière de faire. Et encore, est-ce qu'on réussira à faire comme lui, parce qu'il y a aussi le savoir-faire, et que quelqu'un s'accapare, c'est choquant. Prendre les mêmes ingrédients que le chef en question pour faire son truc, et on peut très bien d'ailleurs dire oui, là, j'avoue que j'étais un peu marqué. Ma flèche rouge. Si vous regardez, Paul Klee a utilisé des flèches rouges, Francis Bacon, il y a des œuvres avec des flèches rouges. Ernest, je m'en suis rendu compte il y a quelques temps, on discutait avec lui, il a fait, elle n'est pas rouge, mais il a fait une image d'un ouvrier dont le tympan avait été explosé, une flèche inconsciemment. Peut-être que j'ai fait une flèche à cause de ça. Non mais oui, par exemple, vous voyez un artiste qui fait, on avait des commissions, on lui demandait de dessiner ça ou ça. C'est par exemple vous, dans votre style, on vous demande de dessiner ça ou ça, on va devoir vous payer une certaine somme. Que si on demande à une IA de dessiner quelque chose dans votre style, c'est gratuit. Enfin, vous perdez un truc, vous perdez votre métier, vous voyez. Non mais déjà, si on vous demande de dessiner quelque chose dans mon style, vous ne le faites pas. Vous pourriez dessiner ça dans votre style. Mais par exemple, on va vous demander de faire une représentation comme là d'un enfant, mais avec votre couture. Non mais on va me demander, personne n'a à me demander de quoi que ce soit. Si tu veux, un architecte, on va lui demander, voilà, je voudrais une maison, je voudrais qu'elle ait tant de fenêtres, je voudrais qu'elle... Ok, moi je crée pas des œuvres assorties au canapé, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non mais si vous avez une commande publique, par exemple. Oui, une commande publique, ça veut dire qu'on me demande à moi, parce qu'on reconnaît mon travail, qu'on apprécie mon travail, de peindre sur un mur. Et si on me dit, c'est arrivé dans le sud de la France. Oui, alors quand on a le club de golf à côté, ce serait bon que vous fassiez un golfeur. J'ai pas fait. Non, c'est un peu d'argent d'un écrivain. Ce serait bien, l'éditeur, ton prochain roman, tu me fais une histoire avec ça, qui se termine bien. Non. À quelle échelle? Alors, dans la rue, quand c'est à hauteur d'homme, je travaille à l'échelle 1 à peu près, en voiture. Quand il s'agit d'une grande fresque, c'est à l'échelle du mur qu'on propose, mais il y a de plus en plus, le muralisme aujourd'hui se développe tellement qu'il y a des murs peints partout. Il y a une espèce de... toujours plus grand, toujours plus fort. Il y a des tas d'artistes d'un niveau extraordinaire qui sortent d'école et qui font des choses incroyables sur des immeubles de 50 étages. C'est pas ce que je recherche. Et sinon, les tableaux, enfin les œuvres muséales ou de galeries, ça va de 20 cm par 20 jusqu'à 2 mètres par 2. Ça dépend du lieu d'exposition. Alors évidemment, il y a la dimension économique qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de vendre des choses plus petites pour les galeristes que des formats trop grands, puisqu'à un format de mètre par 2 mètres, on a pas mal de dizaines de milliers d'euros. Donc il faut pouvoir avoir l'espace et pouvoir se le permettre. Non, souvent, moi je peins les expos. Après, il y a des choix aussi d'accrochage. Par exemple, l'expo à Bruxelles en ce moment, comme la galerie est une grande galerie comme ça, on a fait, c'est la deuxième fois qu'on fait ça dans cette galerie, on a fait le choix d'œuvres qui font toutes 80 cm de haut. Et pour certaines, $60, 80, 100, 120.
ça fait comme une bande comme ça autour de la galerie. C'est un choix esthétique d'accrochage. Un petit escabeau, 3 marches. Non, j'aime bien travailler en assez grand. C'est plus compliqué de travailler en petit. Donc je le fais parfois, mais ça veut dire que le pochoir doit être découpé de façon beaucoup plus petite. Et parfois, c'est une contrainte. On n'arrive pas. Quand c'est en micron, il faut vraiment. Donc là, il n'y a pas de machine qui le fait, il faut le faire à la main. J'ai une espèce de lampe loupe. Mais bon, le temps passé et finalement ce qu'on voit, enfin ce que l'œil voit, ça ne justifie pas forcément de travailler en trop petit. J'ai pas vraiment de réponse. Je suis désolé. Oui. Est-ce que vous avez toujours su que votre métier plus tard, ce serait d'être artiste, ou à la base, vous vouliez juste en faire pour le plaisir à côté d'un autre métier? Quand j'ai vidé ma première bombe d'aérosol en 82 sur les murs de la ville de Tours, si on m'avait dit dans 40 ans tu auras une salle à ton nom au lycée Pasteur et tu feras une expo rétrospective dans des musées et tu gagneras ta vie avec ça, je n'aurais pas cru. Donc non, et heureusement d'ailleurs. C'est un conseil que je donne, parce qu'il y a beaucoup de jeunes artistes dits émergents, voire même pas forcément jeunes d'ailleurs, mais qui en gros me disent j'aimerais bien faire du pochoir aussi, et en fait comment on fait pour devenir riche et célèbre? On me demande ça. C'est-à-dire que non, il y a des gens, comme c'est à la mode en ce moment le truc, je veux faire mon trou dans le street art. Faites ce que vous avez envie de faire, ce qui vous passionne, et puis ben, ça marche ou ça marche pas. Mais moi j'imaginais tellement pas qu'on puisse gagner sa vie avec ça, que justement j'étais enseignant. Alors justement, je me demandais, est-ce que c'est les autres autour de vous qui vous ont conseillé d'en faire votre métier, de vous lancer? Non, en fait pour répondre, oui, je comprends ta question. Dans les années 80, très rapidement, moi j'ai fait mes premiers pochoirs en 82, à la même époque, enfin un an avant il y avait eu Black Mera, un an après, ou en 84, j'ai emménagé Mystique, des gens comme ça, Speedy Graffito, tout ça qui ont démarré, et on s'est tous retrouvés dans des ventes aux enchères dites jeunes peintures, parce qu'en même temps il y avait la figuration libre, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Combas, Di Rosa, tous ces gens-là. Et donc on s'est tous retrouvés, on appelle ça la jeune peinture, et il y a eu des ventes aux enchères, maître Binoche, on appelle 6, mais souvent il y a eu 2 ventes aux enchères importantes, et donc on s'est retrouvés, on peignait dans la rue depuis 2 ans, depuis 3 ans, et on a eu, à partir du moment où on fait une vente aux enchères publiques, vend des œuvres, on a une cote officielle. C'est d'ailleurs le seul moyen d'avoir une cote dite officielle. Aujourd'hui, sur Internet, il y a Artprice, Artnet, des sites. Il y a encore le Hakoun, je crois. Le Hakoun, c'est un espèce de gros bouquin comme ça qui sort tous les ans avec la cote des peintres. Donc, ils font un résumé de toutes les ventes aux enchères publiques et ils déterminent sur un format DA combien coûte, quelle est la cote du peintre. Donc, on a eu ce privilège dès les années 80. D'avoir une cote officielle, donc d'être, même si on n'était pas professionnel, d'avoir une cote de peintre. Et puis, j'ai commencé à faire ma première exposition, c'était en 86. Il y en a eu avant, mais exposition personnelle, c'était en 86 à Paris. C'était pas une galerie, c'était un resto-galerie. Et là, j'ai commencé à vendre des œuvres, il y a eu les ventes aux enchères, et puis après, ça s'est enchaîné finalement. Donc, en dépit du fait que je continuais à bosser dans la rue, j'avais aussi des ventes d'œuvres comme ça. Mais j'en avais pas besoin pour vivre, puisque j'avais un boulot, j'étais enseignant. Et donc ça arrondissait les fins de mois, on va dire ça comme ça. Et puis dans les années 90, les années 90, début des années 2000, je pensais même pas que mes collègues de Paris d'avant, quand ils étaient encore là, Speedy Graffito, il était au RSA, enfin bon, ça marchait pas, quoi.
Et puis c'est une période où la plupart d'entre nous qui avions commencé dans les années 80, on fondait des familles, on faisait des enfants, on achetait des maisons, enfin bon, on avait d'autres, je dirais, préoccupations. Et puis en 2004, il y a un festival à Paris qui a eu lieu, qui s'appelait le Stencil Project, créé par des jeunes pochoiristes qui avaient repris cette technique. Et là, j'étais invité, et je suis arrivé là, et j'ai retrouvé tous les autres, plus des nouveaux, et c'était incroyable. Et l'année d'après, oui, c'est ça, enfin 2004, on commence à parler de plus en plus d'un certain Banksy, c'est j'imagine, et également Shepard Fairey, alias Obey, qui lui vient des États-Unis. Et Banksy vient, parce que c'est Internet qui démarre aussi, les réseaux sociaux, tout ça, ça commence à ce moment-là, moitié des années 2000, quoi, finalement. Et là, d'un seul coup, Banksy et les autres, les nouveaux, disent que leur inspiration, les pochoirs, vient des pochoiristes du début des années 80. L'Aigle-Rat est cité par Banksy, et puis nous on est tous associés, puisque voilà, c'était l'équipe, quoi. Et là, en un an ou deux, je reçois, quand j'étais encore prof, je reçois des tas de coups de fil de galeries, de collectionneurs, de presse, etc. Disant, vous êtes dans les pionniers, vous êtes un historique, moi juste le privilège de l'âge, et d'avoir été à ce moment-là, d'avoir fait ça à ce moment-là. Et là, d'un seul coup, effectivement, je me mets à revendre de la peinture quand même beaucoup. Et puis le jour où tu doubles en plus ton salaire de prof, bon, et que tu n'arrives pas, et qu'on te dit, c'est bête, on va être obligé d'annuler l'expo que je vous propose à New York parce que vous n'avez pas voulu, à part les vacances scolaires, je ne peux pas me libérer. Donc, effectivement, j'ai pris un mi-temps d'abord, j'ai pris un temps partiel, et puis après, au bout d'un moment, voilà, je gagnais de l'argent avec la peinture, et j'avais des propositions pour les années à venir, et c'était, voilà, ça montait comme ça, donc j'ai pris la décision, en parlant avec Yveline, avec ma famille, etc., d'arrêter l'enseignement. Voilà. Bon, écoutez, merci. Je sais qu'il y aura encore beaucoup de questions, mais d'abord, ça fait déjà plus de temps. Je suis un peu bavard. Merci en tout cas pour la...